La séance est ouverte. Mes chers collègues, nous arrivons à la conclusion de notre journée d'audition après avoir reçu le président de l'ARCOM ce matin pour une audition extrêmement importante et ensuite M. Xavier Niel qui fut candidat pour rentrer sur la TNT mais dont le projet n'avait pas été retenu. Nous recevons à présent Mme Rachida Dati, ministre de la Culture, dont le portefeuille comprend la politique envers les médias et le secteur de la communication et de la presse. Madame la ministre, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de répondre à cette invitation. Depuis votre nomination le 11 janvier dernier, vous avez déjà commencé à esquisser votre vision, notamment en matière d'audiovisuel. Vous avez pu prendre la parole en matière d'audiovisuel public avec l'annonce d'une réforme. Les sujets concernant l'audiovisuel privé ne manquent pas, puisque 15 fréquences de la TNT sont à renouveler d'ici la fin de l'année. Je vais, Madame la ministre, vous confier la parole pour une dizaine de minutes de manière à vous laisser apporter votre propos liminaire. Nous aurons ensuite des questions de Monsieur le rapporteur, puis des députés membres de la commission, éventuellement des députés non membres de la commission. L'ensemble des groupes politiques nous ayons fait parvenir les demandes de prise de parole et la priorité à apporter à celle-ci. Dans un souci de transparence, j'invite bien sûr les députés à rappeler le passé qu'ils ont pu avoir dans l'audiovisuel lors de leurs interventions. Je vous remercie également, Madame la ministre, de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, Madame la ministre, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je vous remercie, je vous donne immédiatement la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Tout d'abord, je suis ravie d'être devant vous aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord, vous l'avez mentionné, ça ne fait pas très longtemps que je suis ministre de la Culture, et je pense qu'être auditionné dans le cadre de cette commission, au-delà de la commission culture dans laquelle j'ai été effectivement auditionné pendant un temps très long, parce que nous avons passé 3 heures ensemble à répondre à l'ensemble des questions des parlementaires, d'être ici aujourd'hui devant vous, c'est aussi une commission qui me permettra, pour moi, en tant que ministre de la Culture, dans le cadre de vos questions et des échanges qu'on peut avoir, ça correspond aussi pour moi à une aide à la décision dans mes fonctions et ma mission de ministre. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, avant même d'être ministre de la Culture, l'audiovisuel public, la radio, la télévision font partie de mon parcours personnel de citoyenne, mais aussi d'accès à une autre condition. Quand vos parents ne sont pas français, quand ils ne savent pas lire, pas écrire, vous vous construisez aussi grâce aux médias publics, parce que c'est un formidable moyen d'apprentissage d'une culture, les émissions de cinéma, les émissions de musique, la politique aussi évidemment. La télévision joue un rôle essentiel dans l'accès de tous à la culture, à l'information, et elle est diffusée partout auprès de tous les publics, dans les territoires ruraux, à l'hôpital ou dans tous les lieux, y compris par exemple en prison. Elle vous relie au monde quand vous en êtes éloigné ou quand vous êtes seul. Elle joue un rôle dans notre cohésion sociale et c'est cette vision de la télévision que je veux porter en tant que ministre de la Culture. La télévision contribue aussi à forger la citoyenneté en nous éclairant, en nous informant et grâce à une information pluraliste, honnête et indépendante. Je reprends toujours cette remarque de mon père qui me disait si c'est à la télévision, si c'est dans le journal, c'est que c'est vrai. Et à une époque où, d'ailleurs, lui-même était, où je subissais des attaques personnelles quand j'avais pris mon premier poste de fonction ministérielle, et considérait que tout ce qui était écrit était forcément vrai, parce qu'il a toujours cru en la télévision ou ce qui pouvait être dit dans le cadre des médias. C'est pour cela, d'ailleurs, que la télévision est régulière. Les autorisations de fréquence sur lesquelles porte votre commission sont attribuées à titre gratuit, mais elles viennent en contrepartie d'obligations. Et vous avez raison, ces obligations sont essentielles. Des obligations en matière de diversité des programmes, des obligations en matière de qualité de l'information, des obligations fortes d'exposition et de financement de la création française et européenne, avec un seul objectif qui est celui d'éduquer, d'informer, de divertir. Ce sont les missions, notamment de l'audiovisuel public, et que cela s'adresse, parce qu'on l'oublie parfois, à tous les Français. Ce modèle, je veux le préserver face à des plateformes étrangères qui sont, voire moins, voire pas régulées du tout. On s'informe de plus en plus sur les réseaux sociaux, notamment les jeunes, et ce n'est pas un problème en soi, et c'est très bien, car d'ailleurs, nos médias traditionnels y sont présents.
Mais tout le monde sait aussi que ces réseaux sociaux peuvent aussi être des vecteurs de propagation de fausses informations, voire de désinformation. Et donc, nous devons avoir un combat commun, celui de préserver un modèle souverain, ce qui est le cas de la TNT, qui est exigeante, accessible à tous, protégée des ingérences étrangères. Notre combat commun doit être aussi pour un paysage audiovisuel français puissant et pour un rayonnement de notre création. Alors cela suppose que les chaînes, les diffuseurs français soient visibles, et ce n'est pas facile. L'offre est de plus en plus riche et les gens s'y perdent. Les algorithmes de recommandation orientent aujourd'hui leurs choix et certains acteurs, notamment les plateformes étrangères, payent cher pour apparaître dans les premiers résultats d'une recherche ou sur la page d'accueil d'un appareil. C'est tout l'enjeu de la mise en avant des services d'intérêt général en prévoyant un bouton sur les télécommandes pour accéder directement aux chaînes de la TNT. Alors, ce qui est prévu par la loi et dont l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique vient de préciser les modalités de mise en œuvre. Il faut que nos médias soient visibles, il faut que notre culture soit visible. C'est un enjeu de souveraineté culturelle, c'est aussi un enjeu économique, car sans visibilité, nos médias risquent de se paupériser et de disparaître. Nous avons besoin d'une vision à la fois industrielle et culturelle de nos médias. Nous avons besoin aussi que notre audiovisuel marche sur deux jambes, public et privé. Je me suis déjà exprimée d'ailleurs sur l'audiovisuel public. Il doit se rassembler pour être plus fort. Face à la compétition mondiale, face à la révolution des usages, tous les médias s'organisent et cherchent à rassembler leurs forces. Médias privés en France, médias publics ailleurs, en Europe. Seul l'audiovisuel public français demeure aujourd'hui éclaté. Ce qui le désavantage pour répondre aux défis du média global, qui implique de proposer à tous les publics une offre de programmes diversifiée sous forme audio, vidéo, numérique, en direct ou à la demande. Les entreprises de l'audiovisuel public ont engagé des coopérations sur des sujets essentiels comme la proximité, l'information et le numérique. Mais cela n'avance pas assez à mon sens et il nous faut absolument un rapprochement de la gouvernance pour préserver la puissance de cet audiovisuel public et la qualité des programmes. Cette réforme de la gouvernance doit nous permettre de sécuriser le financement de cet audiovisuel public. Je l'ai dit, je suis favorable à une modification de la loi organique relative aux lois de finances et à la pérennisation du financement par une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, mais il faut faire vite parce que modifier la loi sur les deux sujets, gouvernance et financement, devront se faire dès cette année, à mon avis. Du côté de l'audiovisuel privé, aussi, les médias rassemblent leurs forces et se restructurent. D'ailleurs, le groupe de M. Saadé, qui est déjà présent dans la presse, vient de se porter acquéreur des médias du groupe Altis. Le rachat de Lagardère renforce la position de Vivendi dans le secteur audiovisuel où Canal+ pesait déjà très lourd. On garde aussi en tête la tentative de fusion entre TF1 et M6. Il faut être réaliste. Oui, la production d'une information de qualité coûte cher. Oui, développer une chaîne sur une fréquence TNT implique des charges considérables, ce qui explique que d'ailleurs certaines chaînes ne sont pas rentables. Et oui, la production de films et de séries comporte un risque financier important. Donc oui, à mon sens, il est vital que les médias soient soutenus par des groupes industriels capables de leur apporter les moyens de leur développement. Mais cela ne peut pas se faire sans garde-fou, bien évidemment. Cela pose la question du contrôle des concentrations. Je suis favorable à ce que nos acteurs nationaux soient en mesure d'affronter la concurrence internationale et de défendre notre modèle de financement, de la création et du pluralisme de l'information. Mais cela se pose, au-delà des règles de droit commun, appliquées par l'autorité de la concurrence, de correctement évaluer les opérations de concentration ayant un impact sur le pluralisme, l'indépendance des médias. De ce point de vue, notre mécanisme de contrôle des concentrations qui repose sur des seuils fixés dans la loi semble aujourd'hui obsolète. Il se limite aux médias traditionnels sans prendre en compte les médias dans leur ensemble et sans prendre en compte les opérations impliquant les plateformes. Notre dispositif doit être modernisé et il ne serait pas aberrant, au-delà de l'application de ces seuils légaux, de confier à l'Arcom un contrôle au cas par cas des concentrations au regard de cet objectif de pluralisme et au regard d'un marché pertinent. Un autre grand sujet pour les chaînes privées, c'est celui de la publicité. C'est même un sujet existentiel, si j'ose dire, car les chaînes gratuites privées vivent de la publicité.
Nous avons mené une étude avec l'ARCOM que nous avons rendue publique en janvier. Vous en connaissez les résultats. Les médias traditionnels, ceux qui financent en amont les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, vont voir leur part des recettes publicitaires décroître au profit des acteurs numériques. Face à cette situation, l'enjeu n'est pas de savoir comment on répartit les recettes entre les médias traditionnels, mais c'est de se battre pour que ces recettes publicitaires ne soient pas accaparées, ce qui est le cas de plus en plus par les acteurs du numérique et par leurs services intermédiaires, ceux de Google notamment, qui ont su se rendre indispensables aux annonceurs comme aux médias. La réponse est nécessairement européenne. Le règlement européen sur les marchés numériques apporte une première réponse en permettant une transparence accrue sur le marché de la publicité en ligne, sur les montants payés par les annonceurs et les montants versés aux éditeurs. Mais elle est insuffisante et nous devons aller plus loin avec la Commission européenne. J'en viens maintenant à la mission propre de votre commission qui enquête sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations des fréquences sur la TNT. 3 questions essentielles. Qui mérite d'être sur la TNT? Quels engagements leur demande-t-on? Et comment contrôle-t-on que ces engagements soient respectés? Le législateur a fixé un cadre et il a laissé une marge d'appréciation au régulateur, l'ARCOM, pour mener à bien ses missions. Le régulateur agit donc en toute indépendance dans le cadre de la loi du 30 septembre 1986. Je veux simplement rappeler que cette loi est une loi de liberté. Elle prévoit des obligations, bien sûr, l'indépendance, le pluralisme, le financement de la création, mais même lorsqu'elle est contraignante, c'est pour garantir la liberté d'expression. C'est par là que je voudrais terminer. Les sujets abordés par votre commission d'enquête sont des sujets de citoyenneté. Il faut se préoccuper de l'offre audiovisuelle, mais aussi d'être à l'écoute de ce qu'attendent nos concitoyens, des programmes de qualité, une offre culturelle riche, diverse et une information vérifiée. C'est la condition pour que la télévision reste ce qu'elle est aujourd'hui, un facteur de cohésion sociale, à l'heure où l'espace public est de plus en plus fracturé, je dirais même détérioré, et un gage de pluralisme et de qualité de l'information. C'est cela qu'attendent nos concitoyens, et pour cela, en tout cas, ils peuvent compter sur moi, comme je pense qu'ils peuvent compter sur vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Votre conclusion sera mon introduction. Vous avez conclu effectivement sur ce sens de l'indépendance de l'ARCOM, qui effectivement est une autorité publique indépendante. Et c'est sur ce principe d'indépendance sur lequel je souhaiterais vous questionner. Lors de son audition, Olivier Schrammeck, le 7 mars dernier, avait évoqué l'influence qu'avait pu avoir, en tout cas la demande expresse du président de la République d'écarter 2 candidatures dans le cadre de la présidence de France Télévisions en 2015. 2 candidatures qui d'ailleurs font l'objet d'une enquête judiciaire, ce pourquoi je n'ai pas eu à signaler cet incident, enfin en tout cas cet élément qui était intervenu lors de la commission d'enquête. Ces 2 candidats n'avaient d'ailleurs pas été auditionnés, contrairement à tous les autres. Je voulais justement avoir votre sentiment sur cet épisode-là, votre vision et votre respect de ce principe de l'indépendance de l'ARCOM, et à partir de ce moment-là, comment vous définissez la collaboration que vous pouvez, vous, avoir avec le président de l'ARCOM, la relation que votre cabinet peut avoir avec l'ARCOM et la relation aussi de la DGMIC, dont je salue à travers sa directrice l'ensemble de ses agents, peuvent avoir dans leurs échanges avec ARCOM. En tout cas, sachez que nous avions été effectivement très interpellés par cette déclaration d'Olivier Schrammeck, qui de fait peut toujours émettre un doute sur cette indépendance à laquelle nous tenons énormément ici en tant que législateurs, et qui d'ailleurs est la condition de la confiance de nos concitoyens et la condition à l'ensemble des travaux de cette commission d'enquête. Tout d'abord, l'ARCOM est un régulateur indépendant. Que nous ayons des relations avec, comme ministre de la Culture ou comme l'administration et des relations avec l'ARCOM, oui, mais l'indépendance de l'ARCOM est dans les textes, dans les principes et dans la réalité. C'est ce qui se passe avec nous. Nous pouvons demander, dans le cadre de la régulation, des avis à l'ARCOM sur des points précis, sur une consultation. C'est ce qui se passe où j'ai demandé un avis sur notamment la prolongation ou la publicité, notamment pour la grande distribution dans les médias. Mais l'ARCOM est un régulateur indépendant. Moi, je veux vous dire aussi ce que je pense. J'ai entendu aussi les propos de M. Schrammeck. Quand on est un grand commis de l'État, moi, je trouve que ce type de propos
n'ont pas lieu d'être. Soit il fallait les dire en son temps, mais il ne faut pas attendre 10 ans ou 15 ans pour énoncer de tels propos. Moi, j'ai considéré que ce n'était pas à la hauteur de la fonction qu'il a pu occuper et puis du statut qu'il avait. Moi, j'ai toujours considéré que s'il y avait des choses qui se passaient mal ou des choses à reprocher, il faut les dire immédiatement ou en tous les cas, justement, pour qu'on ne puisse pas être attaqué sur son indépendance. Donc moi, j'étais un peu surprise par les propos qu'il a tenus devant votre commission. Je vous remercie, Madame la Ministre, pour cette clarté. Je vais donner la parole à Monsieur le rapporteur pour ses premières questions. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. On a un fonctionnement bien à nous avec un va-et-vient qui est un peu pénible. Merci, Monsieur le Président, merci, Madame la Ministre, de votre propos liminaire. Comme l'a signalé le Président et comme vous l'avez vous-même rappelé, la commission d'enquête porte sur l'attribution des autorisations, leur renouvellement et le respect des obligations que remportent ces autorisations. J'aimerais d'abord vous demander ce que vous savez, que savez-vous des raisons du départ de votre prédécesseur? C'est une question curieuse. C'est la vie politique. Nous sommes nommés ministres. Et puis ensuite, vous pouvez aussi, dans le cadre d'un remaniement ou d'un contexte politique, les ministres sont nommés et sur proposition du Premier ministre par le Président de la République. Et vous êtes amené à changer. Ça m'est arrivé. J'ai été ministre de la Justice et d'autres ministres m'ont succédé. Nous ne sommes pas propriétaires d'un ministère. C'est une nomination, ce n'est pas une élection. Donc il n'y a pas forcément de raison. Aucun problème. J'entends, je connais la Constitution. Je vois même politiquement ce que Emmanuel Macron a pu chercher à obtenir, mais je m'interroge, n'ayant pas été moi-même ministre, je me demande quelle est la nouveauté de vos vues au ministère, quelle décision politique vous pourriez prendre que Madame Abdul-Malak n'aurait pas été en mesure de prendre. Juste pour reclarifier bien sûr les débats sur ce point-là, Madame la Ministre, cette commission d'enquête ne concerne effectivement que le contrôle l'attribution du contenu de la TNT, donc vos réponses doivent se limiter à cet objet de la commission. Vous étiez hier au sein de la commission des affaires culturelles et de l'éducation qui avait un champ beaucoup plus large, mais l'ensemble de nos questions et vos réponses sont limitées. Donc je confirme que si cette question est posée, elle se limite à notre commission. Donc pour correspondre à la demande du Président, je reformule. Quelle est la nouveauté de vos vues au ministère concernant la TNT et quelles décisions politiques pouvez-vous prendre que Madame Abdul-Malak n'aurait pas été en mesure de prendre concernant le renouvellement notamment des autorisations de la TNT? Très franchement, à la fois je ne comprends pas votre question et je vois où vous voulez en venir et je n'irai pas là où vous voulez en venir. C'est le débat et le propos que vous souhaitez avoir ne concerne pas cette commission. Moi, vous savez, je suis très légitimiste. Je suis très légaliste. Donc, je réponds en fonction de l'objet de cette commission. Donc, si vous avez des questions à poser à Mme Abdul-Malak, vous la convoquez ou vous l'appelez et puis peut-être qu'elle vous donnera des éléments. Moi, je ne suis pas dans ce cadre-là. Le président de la République m'a nommé ministre de la Culture pour mener des réformes très précises. Celle de la réforme de l'audiovisuel public, celle évidemment que la culture soit la plus accessible au plus grand nombre, aux Français qui sont soit en zone de ruralité, les plus défavorisés, ceux qui n'ont pas accès à la culture de manière si évidente et si naturelle. Donc moi, j'ai des missions très précises que je souhaite évidemment mener à bien. Donc aucune de ces missions ne concerne la télévision privée sur les chaînes de privées de TNT? Comme vous le savez, c'est pas à vous que je vais dire. Il y a une procédure qui va être ouverte. Il y a des candidatures qui vont être suscitées. Il y a des renouvellements qui vont avoir lieu. Moi, je laisse le processus s'enclencher et se faire et se dérouler en toute indépendance. C'est l'Arcom qui a ce pouvoir d'attribution des autorisations de la TNT. Donc, je ne vois pas en quoi je serais concernée par ces attributions. Est-ce que Madame Abdul-Malak ou son entourage vous aurait évoqué avec vous le sujet du renouvellement des autorisations TNT? Quand je suis arrivée au ministère, je n'avais même pas de dossier ministre ni un papier sur le bureau. Son départ était peut-être un peu précipité, allez savoir. Dans une interview... Allez-y, Madame la Ministre. Non,
Monsieur le rapporteur, si vous avez des états d'âme concernant Mme Abdulhamid, je ne suis pas concernée. Je suis un ministre de la République avec des missions politiques très précises. Ma personne peut vous déplaire, ma nomination peut vous déplaire. Ça n'est pas le sens et l'objet de cette commission. Madame la ministre, je crois qu'il ne faut pas non plus inverser l'ordre des choses. En l'occurrence, vous êtes ici pour répondre. Vous le faites à votre façon, avec votre franchise. Je n'ai pas d'état d'âme, j'ai des questions et j'attends des réponses, simplement. Et ici, l'exécutif rend des comptes au Parlement. Voilà, simplement. Donc, n'inversons pas l'ordre des choses. Et vous voyez, je ne fais que poser des... Et je confirme bien qu'effectivement l'exécutif rend des comptes, mais cette commission d'enquête a un objet précis, il faut qu'on s'en tienne, et nous en éloignons de plus en plus depuis quelques questions. Allez-y, monsieur le rapporteur. Non, je n'ai formulé que des questions qui évoquaient le sujet de la TNT et des autorisations, donc je ne m'éloigne pas. Et Madame la ministre, il n'y a aucun état d'âme qui est lié à votre personne. Je ne pose que des questions politiques qui ont trait à la TNT. Dans une interview au Monde du 16 janvier 2023, Madame Abdul-Malak avait fait part de son souhait, je cite, de responsabiliser les présentateurs, les chroniqueurs, mais aussi les patrons de chaînes, pour leur rappeler que l'autorisation d'utilisation gratuite de leur fréquence s'accompagne d'obligations comme celle de traiter les affaires judiciaires avec mesure, celle de respecter le pluralisme des opinions, etc. Lorsqu'on arrivera en 2025, au moment de l'analyse de leur bilan pour la reconduction de leurs autorisations de diffusion, l'ARCOM saura regarder comment elles ont respecté ces obligations. Ces propos résonnent comme une menace. Pourtant, l'ARCOM, vous l'avez dit, est une autorité indépendante. Considérez-vous que votre prédécesseur a outrepassé ses fonctions ? Je vous réponds comme ministre de la Culture actuellement. Je ne suis pas là pour commenter des propos. Je ne suis pas sur cette ligne. Je suis ministre de la Culture. Je suis en charge de missions très claires, qui sont évidemment des missions. Je suis l'organisme, enfin le ministre de tutelle de l'audiovisuel public. Je suis en charge de faire respecter évidemment une organisation, des objectifs que je vous ai énoncés dans mon discours liminaire, et je m'en tiens à ça. Je fais des décrets, je rédige des décrets, je porte des projets de loi, et le régulateur est dans son rôle, et moi je suis dans mon rôle de ministre de la Culture. Je me tiens à ma mission, le régulateur est aussi dans sa mission. Par ailleurs, comme chacun est dans sa mission, moi je vais rester dans le mien, celui de poser des questions et d'espérer des réponses. Je vous demandais une appréciation sur un propos de votre prédécesseur. Je crois que vous êtes en état d'apporter une appréciation sur le propos de votre prédécesseur. Je n'ai pas d'appréciation à porter sur les propos de ma prédécesseur. Je ne peux porter d'appréciation que sur mon action et ma mission. Bon. Oui, je mets un E à prédécesseur, j'entends qu'on se pose des questions. Bien, je prends note, je constate une forme de crispation qui est un peu ennuyeuse, mais enfin. Vous avez fait la une du JDD du 4 février 2024 avec cette déclaration « Le service public doit respecter toutes les opinions ». Le 6 février 2024, vous avez abondé en ce sens sur CNews. L'audiovisuel public a le soutien des Français, mais s'il veut le garder, il doit être le reflet de la diversité des opinions des Français. Est-ce que par ces déclarations, vous sous-entendiez que l'audiovisuel public ne respecte pas le pluralisme ? Je répondais à la décision du Conseil d'État sur la nécessité que tous les médias, tout l'audiovisuel puisse respecter le pluralisme. Et cette décision du Conseil d'État concernait l'ensemble des médias, y compris l'audiovisuel public. Effectivement, vous avez raison de rétablir cette vérité, puisque de nombreux médias ont fait croire le contraire. Néanmoins, je m'interroge sur le fait que vos deux premiers entretiens, ou quasiment, aient été accordés au JDD et à CNews. En réalité, donc deux médias du groupe Bolloré. Notamment le 6 février, vous étiez en plateau pour expliquer ou pour répondre à Madame Mabrouk, et vous admettiez avec elle que le wokisme était devenu une politique de censure. Est-ce que, avant toute chose, vous pourriez me donner une définition du mot wokisme, s'il vous plaît ? Ma première interview a été donnée sur France Inter. Si, parce que vous dites avec beaucoup d'étonnement que j'étais sur les chaînes du groupe Bolloré, et je crois que ça n'est pas interdit d'être sur les chaînes du groupe Bolloré. J'ai la tutelle des médias, de l'audiovisuel public, et évidemment j'ai aussi la responsabilité du pluralisme, de la transparence, de la probité, de l'éthique pour l'ensemble du paysage audiovisuel
français. Et moi, je n'oppose pas l'audiovisuel privé à l'audiovisuel public. Vous ne me trouverez jamais là-dessus. Donc, c'était ce que je voulais répondre. Pour le reste, quelqu'un qui empêche la tenue d'un spectacle, la projection d'un film, la lecture d'un livre, je considère que c'est de la politique de censure. Merci, mais comme telle n'était pas ma question, je vous demandais, est-ce que vous pouviez me définir le wokisme, s'il vous plaît? Je n'en connais pas la définition précise. Mais moi, je vous dis que quelqu'un qui empêche rien ne justifie aucune idéologie, aucune action, aucune cause ne justifie d'empêcher la projection d'un film, la tenue d'une conférence, la tenue d'une pièce de théâtre ou la lecture d'un livre. Je note néanmoins que vous avez affirmé que le wokisme était devenu ou était en train de devenir, je ne sais plus exactement, une politique de censure et que ce faisant, vous abondiez dans le sens de Madame Mabrouk, qui s'est fait une spécialité d'évoquer le wokisme. Malheureusement, cette notion, dans le débat public, ne fait l'objet d'aucune définition sérieuse. Et donc, je me demande si vous ne vous êtes pas prêté à cette occasion à une croisade quasiment politique. Mais monsieur le rapporteur, on vient de débuter là depuis même pas 30 minutes l'audition. Je pense qu'il faut. Je comprends. Attendez, Madame la Ministre, juste pour rappeler à monsieur le rapporteur, je pense qu'effectivement c'est important que vous posiez des questions, qu'il y ait une logique dans les questions, qu'elles respectent le cadre de la commission d'enquête. Mais on voit bien que lorsqu'on sème dans les questions à la fois une forme d'accusation, de soupçon ou d'idée comme vous le faites, ça crée qu'un climat négatif. Ça n'aide pas Madame la Ministre à apporter les réponses concrètes au vrai sujet de cette commission. Et objectivement, là, depuis 27 minutes, on part vraiment dans une édition qui, pour le moment, n'aura apporté vraiment aucune utilité à nos débats, aucune utilité à nos travaux, mais qui vont juste créer une forme de crispation commune, collective, qui est vraiment propice à rien du tout. Donc là, pour le coup, c'est une accusation, donc vous n'allez pas y répondre, Madame la Ministre. L'accusation de croisade, objectivement, ça n'a aucun sens. Cette accusation, Monsieur le Président, si vous me permettez, est grave. Ce sont des propos graves. Soit vous me soupçonnez, soit vous m'accusez, Monsieur le rapporteur. Ce n'est pas digne d'un député, je vous le dis. Comme quand on s'attaque à une journaliste qui n'a jamais été prise en défaut aujourd'hui. Je vous le dis, ça c'est ma conviction personnelle, parce que parfois ça va trop loin, je vous le dis. Comme vous disiez, je réponds avec beaucoup de franchise, je vous dis avec beaucoup de franchise que vos propos vont trop loin, soit en accusant, soit en soupçonnant. Ça ne relève pas, là vous dépassez votre mission de député. Là on n'est plus dans un cadre républicain. Bien. Monsieur le Président, vous m'autoriserez à apprécier en réalité l'opportunité des questions et en fait de définir si elles apportent quelque chose ou non à la commission d'enquête. Le fait est que, si vous avez besoin que je l'explicite, la question que je me pose, c'est de savoir si il existe une forme d'affinité intellectuelle particulière entre la ministre et les chaînes ou les médias du groupe Bolloré, en l'occurrence le JDD, qui est un média d'opinion. Ce n'est pas dans notre commission d'enquête de se prononcer sur l'opportunité que le JDD soit un média d'opinion. En revanche, il est dans le périmètre de notre commission d'enquête de se demander si la chaîne télévisée de M. Bolloré d'information, CNews, est bien devenue une chaîne d'opinion. Et à cet égard, il est normal que je m'interroge sur la cohérence des prises de position dans le groupe Bolloré et des personnes qui souhaitent y répondre. Donc, il n'y a pas d'insinuation, simplement je pose des questions et je cherche à avoir des faits. Mais je poursuis pour vous demander des faits, Madame la Ministre. Et encore une fois, je suis, à mon avis, seul juge de l'opportunité de ces questions. Avez-vous échangé avec M. Bolloré ou avec messieurs Bolloré, Vincent Bolloré, Yannick Bolloré ou Arnaud Puyfontaine au sujet des chaînes du groupe Canal+, avant ou après votre nomination rue de Valois? Je n'ai pas échangé avec M. Bolloré. Ni avec M. Puyfontaine? Ni avec M. de Puyfontaine, mais je peux vous dire que je reçois l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel, public et privé. Les rendez-vous se poursuivent les uns après les autres. J'ai reçu des patrons de chaîne, j'ai reçu des producteurs, je reçois des artistes et ça continue. Et d'ailleurs, demain, je reçois les dirigeantes de l'audiovisuel public et la semaine prochaine, je reçois des dirigeants de l'audiovisuel privé. C'est mon rôle, c'est ma mission. Je suis ministre de tous les Français. Et encore une fois, je n'opposerai pas les médias privés et les médias publics. J'assume totalement de rencontrer l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel.
Merci. Pour ma part, je n'oppose rien non plus, je pose des questions. Avez-vous eu connaissance de la rencontre entre Emmanuel Macron et Vincent Bolloré en septembre dernier? J'entends par d'autres canaux, par d'autres moyens que l'article du Monde qui a pu être consacré. Je n'étais pas ministre de la Culture. Ce n'était pas ma question. Veuillez répondre à ma question, s'il vous plaît. Je n'étais pas ministre de la Culture, donc je n'étais pas dans l'agenda ni présidentiel ni ministériel. Voilà. Je vais me permettre de vous rappeler que vous avez prêté serment et que je vous ai posé une question précise. Avez-vous eu connaissance de la rencontre entre Emmanuel Macron et Vincent Bolloré en septembre dernier par d'autres moyens que l'existence d'un article de presse du Monde sur le sujet? Je n'ai aucune connaissance des rencontres du président de la République avec les personnes qu'il souhaite rencontrer. Estimez-vous qu'il existerait un lien entre cette rencontre et votre nomination? Là, ça devient très personnel. Non, mais ça devient très personnel, monsieur le rapporteur. Je prends aussi à témoin les députés. Moi, je veux bien. Mais là, vous allez trop loin, monsieur le rapporteur. Je vous le dis. Voilà. Non, ce sont des questions qui soupçonnent des choses. Voilà. Donc moi, j'ai prêté serment, je réponds clairement. Vous m'auditionnez comme ministre de la Culture, je réponds à ces questions. Là, je vais vous dire, la croisade, les attaques, les collusions ou autres, je ne suis pas là pour répondre à ça. Voilà. Parce que là, c'est du soupçon. Donc, vous mettez en cause ma légitimité, monsieur le rapporteur, vous mettez en cause ma capacité, vous mettez en cause ma compétence. Je ne pourrais pas être nommée uniquement, simplement, je serais l'objet d'un contrat entre deux hommes pour que je puisse exercer une fonction. Non mais je vous pose la question et je prends à témoin les parlementaires. Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un se rencontre en disant il faut la prendre ou pas? Vous mettez en... Non, monsieur le rapporteur. Moi, je suis une responsable politique, engagée politiquement. J'ai fait mes preuves politiquement, j'ai une légitimité. Vous souhaitez la mettre en cause depuis le début de cette audition, je n'accepte pas. À chaque fois, ça va trop loin. Voilà. Donc moi aussi, j'ai le droit d'être absolument pas content de ce type de questions. Parce que le soupçon n'est pas acceptable. Dites-moi pourquoi il suffirait que deux hommes parlent de moi pour pouvoir me nommer. Pourquoi? Quelle est votre idée derrière la tête, monsieur le rapporteur? Ça serait quoi? Qu'ils auraient quelque chose qu'ils auraient conclu ensemble et que je serais le prix de ce contrat? Non, écoutez, ça va... C'est pas acceptable. Je vous réponds, ça n'est pas acceptable. On entend, Madame la Ministre, que ce n'est pas acceptable et c'est dommage, c'est pas la première fois qu'on vous auditionne. Effectivement, personne s'était à comporter avec vous malgré toutes les différences politiques. Donc, je vais laisser au rapporteur le temps de regarder ces questions de manière à ce qu'elles respectent bien le cadre de la commission. Et nous allons prendre dans un premier temps des questions des députés membres, ce qui laissera à monsieur le rapporteur le temps de reformuler, de vérifier ces questions pour qu'elles répondent vraiment à l'objet de ces travaux. Eh bien, je donne donc la parole. Je rappelle que les questions doivent vraiment respecter l'ordre et l'objet de cette commission d'enquête. Avant de redonner à nouveau redonner la parole à monsieur le rapporteur. Je rappelle que les députés membres ont donc 3 minutes avec un droit de rebond, les députés non membres 2 minutes et ensuite nous pourrons redonner la parole à monsieur le rapporteur. Dans un premier temps, je donne la parole à madame Céline Calvez pour le groupe Renaissance. Merci. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez dans vos propos marqué le rôle essentiel qu'a la TNT dans le maintien de la cohésion de la société. C'est important. Au-delà de la TNT, c'est l'audiovisuel. C'est aussi un des chevaux de bataille, c'est de permettre l'accès de tous et la reconnaissance aussi de la culture de tous. Je veux vous poser la question sur la place de la représentation de la société française à l'écran. Alors, j'ai pu travailler sur la représentation des femmes à l'écran, que ce soit en tant que journaliste, experte, il y a eu des progrès là-dessus. Chaque année, l'ARCOM remet un baromètre sur la place des femmes dans les médias. Il remet également chaque année un baromètre sur la représentation des personnes en situation de handicap, de la diversité sociale, de la diversité d'origine. On voit qu'il y a encore de nombreux progrès à faire pour que chaque Français et Française se sentent représentés à l'écran. Est-ce que, d'après vous, nous pourrions aller un petit peu plus loin dans les conventions de base, de se dire que nous devons exiger un petit peu plus aux entreprises qui prennent la responsabilité
très grande d'émettre sur ces chaînes. Comment nous pourrions faire que finalement ça devienne aussi un intérêt pour eux, puisque au fur et à mesure qu'elles auront à représenter davantage de Français, je suis sûre que ça renforce le lien aussi avec le public. Je vous remercie. Alors, Madame la députée, vous avez raison d'indiquer ces évolutions nécessaires, notamment dans les cahiers des charges, parce qu'on le voit, on a de plus en plus des questions de société qui impactent les médias. On l'a vu pour les violences faites aux femmes il y a quelques années. C'était évidemment des choses dont on ne parlait pas, qu'on n'évoquait pas, et encore moins dans un cahier des charges ou dans des contrats d'objectifs ou de moyens. Alors, on a évidemment... parce que l'audiovisuel public, mais les médias en général, doivent être exemplaires, évidemment, sur ces sujets. On a modifié, évidemment, les conventions sur les questions d'accessibilité. Pour avoir plus d'inclusivité. La parité, vous le savez que c'est une composante qui est importante pour l'audiovisuel. Et donc, les cahiers des charges, les conventions vont être renforcés de ce point de vue-là, et notamment sur la question de l'accessibilité et l'inclusivité, les personnes en situation de handicap. Moi, je vais vous prendre notamment certains ministères, dont le mien. On a évidemment, sur la question du handicap, pas atteint les objectifs que nous étions assignés. Donc nous avons encore une marge de progression à avoir, et notamment pour l'audiovisuel, qui doit être évidemment exemplaire. On a d'ailleurs dans les engagements sur les conventions d'objectifs et de moyens 2024-2028, nous avons intégré évidemment la place des femmes, et vous le savez, puisque vous avez porté ces sujets, et plus de diversité. Alors la diversité, d'ailleurs nous avons eu un petit débat avec la commission culture, pour moi c'est pas un critère, c'est pas la couleur de peau, c'est pas des critères ethniques, il faut que les critères soient aussi objectifs pour que la société, parce que ce qu'on voit à la télé corresponde à la société française. Je donne à présent la parole à Monsieur Jocelyn de Signy. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci pour votre présence. Donc, Jocelyn Dessigny, député de l'Aisne, secrétaire de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et de l'Association parlementaire de lutte contre le wokisme. Le principe constitutionnel du pluralisme politique permet de garantir aux Français de recevoir une information politique diversifiée afin qu'ils puissent exercer leur liberté d'opinion et de choix. Le présentateur Yann Barthès, dont nous avons obtenu ce matin avec mes collègues l'audition dans cette commission, refuse d'inviter les membres du Rassemblement national. Pourtant, le 7 mars dernier, l'ancien ministre et ancien porte-parole du gouvernement Olivier Véran invitait sur son plateau, l'a félicité et même encouragé les autres médias à boycotter les représentants du peuple que nous sommes, allant ainsi à l'encontre de toute règle démocratique qui régisse notre pays. En effet, parmi les obligations auxquelles sont assujetties les chaînes ayant des fréquences gratuites, toutes les chaînes de la TNT, figure aussi celle d'assurer la pluralité des expressions sur les sujets prêtant à controverse. Dans la même lignée que son confrère, votre prédécesseur a menacé le 23 janvier dernier 2 chaînes de la TNT, C8 et CNews, de se voir retirer leurs fréquences parce que, d'après son appréciation, elles n'assureraient pas le pluralisme politique attendu. Pourtant, à contrario de M. Barthès, ce sont ici les intervenants qui refusent de se rendre sur les plateaux et non l'inverse. Madame la ministre, votre franc-parler est unanimement reconnu. J'aimerais connaître votre regard sur l'état du pluralisme politique aujourd'hui dans le paysage audiovisuel français et sur les garanties que lui apporte le gouvernement que vous avez choisi de rejoindre. Sous votre ministère, l'Arcom devra-t-elle encore craindre les ingérences de vos prédécesseurs ou comptez-vous les laisser faire leur travail avec l'impartialité, l'indépendance dont elle a besoin pour mener correctement son action? Alors d'abord, comme vous avez pu remarquer, moi je ne m'inscris pas sur les commentaires qu'on peut faire. Les retraits d'autorisation relèvent, c'est la seule compétence de l'Arcom. Donc moi, je n'ai pas à me prononcer là-dessus. C'est à l'Arcom d'apprécier. Et je peux vous dire, parce que vous parliez de propos directs, même si des chaînes ont pu connaître de sanctions ou de mise en demeure, ça ne présume pas par avance qu'elles ne puissent pas être renouvelées, enfin que leurs autorisations ne puissent pas être renouvelées. C'est-à-dire que vous pouvez avoir été sanctionné et que l'autorisation soit renouvelée. Donc ça, c'est la seule compétence de l'Arcom. Et moi, je laisse cette compétence à l'Arcom. Ensuite, vous parliez sur le pluralisme.
tous les médias audiovisuels ont une obligation de pluralisme. Et donc, c'est à l'Arcom, évidemment, de veiller à cela. Et donc, s'il y a une saisine, l'Arcom décidera, prendra les mesures nécessaires pour que tous les médias, et en particulier sur les chaînes TNT qui ont ces autorisations, respectent ce cahier des charges et ce principe. Je donne la parole au vice-président, Monsieur Laurent Esquenet-Cox, cher vice-président de la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'ai une question en lien avec cette commission d'enquête et les chaînes TNT, le sujet qui devrait nous occuper. Vous êtes depuis 2007 une figure médiatique importante, habituée au plateau télévision et identifiée par les Français. Vous avez, depuis votre première entrée au gouvernement, connu la montée en puissance des chaînes d'information sur la TNT, 2 chaînes, puis 3 chaînes, puis 4 chaînes. Ces chaînes ont des avantages et rendent l'accès à l'information plus facile, plus instantané. Fortement régulée, elle doit nous aider, chacun, à se faire une opinion sans la dicter. C'est tout le moins le principe. Dans le même temps, beaucoup leur reprochent de participer à la conflictualisation du débat nécessaire pour faire de l'audience. Ils sont aussi l'une des causes de la fatigue informationnelle qui touche la moitié des Français et fait qu'à cause de trop d'informations, nos concitoyens s'en détournent. Cette fameuse fatigue informationnelle, très bien documentée dans une enquête de l'Obsoco, d'Arte et de la Fondation Jean Jaurès. Aussi, en tant que ministre, mais surtout en tant que personne ayant l'expérience de ces chaînes, comment jugez-vous leur impact sur la relation des Français à l'information et aux politiques? Pensez-vous que leur nombre sur la TNT est trop élevé? Et faudrait-il les regrouper au niveau de leur numérotation, ne serait-ce que pour une question d'équité et de visibilité? J'aurai une deuxième question ensuite. Allez-y, Madame la Ministre, puis Monsieur le député aura sa deuxième question en rebond qui est de droit. Si on fait le bilan de la TNT est un véritable succès. On est passé de 5 à 31 chaînes. Quand on pense que les premiers lancements, on était en 2005, on était à 5 chaînes, je crois, à ce moment-là. Nous sommes 15 ans plus tard, ou même 20 ans plus tard, on a maintenant les plateformes numériques, on a eu beaucoup de médias qui se sont développés. Mais aujourd'hui, la TNT, je considère que c'est un vrai succès. Il faut savoir que plus de 90% des Français regardent la TNT. Donc, c'est une nécessité de veiller évidemment au pluralisme, à l'honnêteté, à la qualité de l'information, à la fiabilité de l'information, parce que c'est un vecteur, évidemment, vous le disiez aussi, de cohésion, parce que c'est encore très regardé, malgré le bouleversement du paysage audiovisuel. Mais la TNT, quand même, a cette place incontournable. Et donc, comment je regarde ça? Vous avez rappelé... je ne veux pas parler de ma personne comme responsable politique et du traitement médiatique que j'ai pu avoir. Que ce soit des émissions à charge, que ce soit des témoignages dans le cadre des émissions. Donc, bien sûr, mais le sujet n'est pas ma personne. Il y a d'autres personnes qui sont aussi concernées, mais ça fait partie de la fonction et de la mission. Et je trouve que l'audiovisuel, public ou privé, moi, je considère que dès lors qu'il respecte les principes qui sont énoncés dans la loi de 86, qui, je le rappelle, est une loi de liberté d'expression. Il y a des propos qui peuvent nous déplaire. Il y a des attitudes qui peuvent nous déplaire. Mais nous sommes dans le cadre de la liberté d'expression quand il n'y a pas de manquement. Quand il n'y a pas... D'ailleurs, le président de l'Arcom l'a rappelé ce matin. S'il n'y a pas de sanction de la chaîne ou de judiciarisation de comportement, c'est que la chaîne respecte ses obligations. Donc, c'est effectivement aujourd'hui, avec ce bouleversement, avec l'irruption aussi des réseaux sociaux, c'est ce côté de la libération de la parole dans tous les sens du terme. Mais moi, je trouve que quand même, l'avantage de la TNT, c'est d'abord, on parle de souveraineté. En ce moment, on parle beaucoup de souveraineté industrielle. Nous avons une souveraineté sur la TNT, de bout en bout. Et je trouve que ça, c'est un atout majeur dans notre paysage audiovisuel, d'avoir cet audiovisuel, évidemment, en toute souveraineté. Et donc, aujourd'hui, le sujet, c'est effectivement la régulation des plateformes. Ça va porter beaucoup plus là-dessus, et ça va être, d'ailleurs... la principale mission des ministres de la Culture, ou en tous les cas de la réglementation. Ça va être la réglementation et la régulation des plateformes, d'une part, mais aussi pour la TNT, là où on va être aussi impacté, ce sont les recettes publicitaires.
puisqu'aujourd'hui, les chaînes privées ne vivent que des recettes publicitaires, évidemment, et de plus en plus, ceux qui bénéficient de cette baisse de recettes publicitaires sur la TNT, ce sont les plateformes numériques, et notamment les services intermédiaires. Quand on pense que 40% de la valeur est captée par Google pour la publicité, il faut aussi s'interroger sur ce sujet. Et ce combat, on peut le mener qu'au niveau européen. Et nous avons commencé à le faire. D'ailleurs, ne serait-ce que la taxation de ces plateformes numériques, la contribution à la création artistique est déjà une avancée. Donc, je ne sais pas si... le bilan... Allez-y, chers collègues, pour votre deuxième question. Merci. Vous n'avez pas totalement répondu sur la renumérotation, mais ce n'est pas grave. Vous prêchez un convaincu pour ce qui est du transfert de la publicité sur le numérique, et je reviendrai vers vous pour le sujet des droits voisins. Par ailleurs, sur les plateaux télévisés, c'est ma deuxième question, le rôle de chaque personne présente sur le plateau n'est pas forcément très clair pour les téléspectateurs. Ancien politique devenu chroniqueur, éditorialiste, c'est pas facile à dire, en position de contradicteur avec des élus, animateur tenant des propos politiques proches de certains partis. Les cas de flou sont nombreux et ont d'ailleurs contribué à permettre à certaines chaînes de contourner leurs obligations. Avez-vous déjà vous-même ressenti ce flou quant au rôle des autres personnes présentes sur le plateau? Pensez-vous qu'il est nécessaire que les chaînes identifient davantage clairement sur chaque plateau le rôle de chacun? J'allais dire, la réponse est dans la question, évidemment. D'ailleurs, l'ARCOM, ça lui est déjà arrivé de rappeler à l'ordre certaines chaînes pour bien identifier ceux qui parlent sur un plateau. Alors moi, je ne suis pas très... Effectivement, là, vous avez raison. Quand je fais un débat, je veux savoir avec qui je débat. Donc, moi, généralement, les débats que j'ai pu faire étaient vraiment dans le cadre de débats politiques avec d'autres responsables politiques. Ou s'il y a un commentateur, un chroniqueur ou un éditorialiste, on connaît la personne... Enfin, on connaît son titre et on connaît aussi son propos. Donc c'est aussi toute la richesse du débat de pouvoir être confronté à des gens qui ne sont pas forcément de votre bord politique et qui ne défendent pas les mêmes idées. Et donc sur l'identification, je vais reprendre une expression un peu familière, c'est de savoir d'où on parle. Quand vous avez quelqu'un sur un plateau, c'est de savoir d'où parle cette personne. Est-ce qu'il parle comme responsable politique, et les temps sont décomptés, comme vous le savez? Est-ce qu'il est éditorialiste? Est-ce qu'il est chroniqueur? Est-ce qu'il est expert? Et donc ça, évidemment, l'ARCOM veille à ce que les personnes soient bien identifiées sur les plateaux. Et c'est comme ça aussi qu'on peut s'assurer du pluralisme et de la diversité, évidemment, des opinions. Sur la numérotation, c'est effectivement la question que vous m'avez posée avant. Ça, c'est la compétence exclusive de l'ARCOM. Merci Madame la Ministre. Je vais donner la parole à présent à Madame Sophie Taillé-Polian. Chers collègues, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre de vos réponses à ces premières questions. J'ai deux questions pour ma part. La première question, c'est la question de l'analyse que vous faites et des modifications éventuelles que vous jugeriez nécessaires d'opérer dans la loi par rapport à la procédure de choix des canaux par l'ARCOM. Cette procédure, elle est fixée précisément par la loi, les critères de choix également. Quel est votre regard sur cela et notamment sur la capacité aussi de sanction de l'ARCOM? On le sait, les sanctions actuelles sont possibles après mise en demeure sur le même thème et d'exacte même nature. Ne pensez-vous pas qu'il serait plus efficace d'armer l'ARCOM d'une capacité de sanction plus rapide, ou alors en considérant que la nature de l'infraction, de ce qui est reproché, peut être un petit peu élargie? Parce que si on est vraiment sur l'exacte même raison, évidemment, eh bien, ça pousse à des débats juridiques sans fin qui finalement sont contre-productifs pour la capacité de l'ARCOM à intervenir. Et c'est d'ailleurs ce risque juridique qui a fait, je pense, que l'ARCOM n'a pas forcément été en capacité ou n'a pas souhaité prendre le risque de sanctionner davantage un certain nombre de chaînes. C'est ma première question et j'en aurai une seconde après. Sur le pouvoir de sanction de l'ARCOM, comme vous le savez, c'est comme l'échelle des peines, il y a une gradation. Et donc, il y a une échelle de sanctions, ça va de la mise en demeure. Et d'ailleurs, il y a même parfois des lettres de rappel qui ne sont pas d'ailleurs même pas prévues par la loi, mais qui permettent le dialogue avec des chaînes. Donc, il y a la mise en demeure et vous ne pouvez pas faire émettre une sanction sans la mise en demeure préalable. Simplement, quand vous disiez, effectivement, quand il y a récidive, en fait,
Voilà. Alors, sur la sanction, quand même, est assez lourde quand on a 3% du chiffre d'affaires en termes de sanctions pécuniaires. Et je crois que vous avez auditionné des personnes qui ont payé de lourdes amendes. Et en cas de récidive, c'est 5%. C'est pas rien. Alors, effectivement, d'aller plus rapidement sur les sanctions, moi, je vais vous dire, j'ai un petit souci parce qu'effectivement, ça pourrait s'entendre sur papier. J'ai une petite réserve, Madame le député, c'est que si jamais une sanction est prononcée à tort, imaginons qu'il y ait un recours et qu'il faille et que la sanction soit annulée, c'est pour ça qu'il faut prendre aussi un peu de temps. Non seulement vous remboursez l'amende, mais en plus, on peut se retourner contre l'Arcom, et donc contre l'État, en payant des dommages et intérêts extrêmement importants, puisqu'il y aurait un préjudice vis-à-vis de la chaîne tout aussi conséquent. Donc moi, je pense qu'il faut faire attention à la sanction rapide, qu'elle ne se retourne pas justement contre l'État. C'est cet aspect-là. Là où vous avez raison, on pourrait aller plus vite quand parfois il peut y avoir des situations qui peuvent se justifier, mais attention à la sanction trop rapide. Les pouvoirs de l'Arcom ont été renforcés, notamment avec ma prédécesseure Roselyne Bachelot, les pouvoirs d'enquête notamment. Et d'ailleurs, quand on regarde le bilan sur les documents qui ont été fournis, sur les documents demandés, sur justement avant d'émettre une sanction et les pouvoirs d'enquête qui ont été élargis pour l'Arcom, ça a permis aussi parfois que tout le monde se remette au carré, entre guillemets, et que ça reparte différemment. Parfois, c'est pas intentionnel, vous le savez bien. Parfois, il peut y avoir, surtout quand il y a un direct, il peut y avoir aussi des choses qui peuvent, ou un comportement qui peut être apprécié différemment, qui suscite un signalement vis-à-vis de l'Arcom. Et là, évidemment, il y a une réponse de l'Arcom. Mais tout ça relève de l'Arcom. Moi, je trouve que l'échelle des sanctions, il y a déjà un panel assez large. D'aller plus vite, j'ai peur du côté contre-productif. Voilà. Merci. Ces mêmes personnes nous disent que c'est pas grave, ça doit pas être très grave puisqu'elles n'ont pas eu beaucoup de sanctions. Donc c'est ça la difficulté, c'est que finalement le faible nombre de sanctions qui est lié à cette procédure leur sert de justification en disant que ça ne devrait pas être si grave puisqu'elles n'ont pas eu tant de sanctions que ça. J'en viens à ma deuxième question. Ma deuxième question est en réaction à votre propos liminaire sur les questions de concentration. Vous avez évoqué la modernisation de la loi de 86, mais par finalement le contrôle au cas par cas. Est-ce à dire que vous seriez favorable à une limitation de la vérification du contrôle des problématiques de concentration uniquement par une vérification au cas par cas de l'autorité de la concurrence d'un côté pour ce qui concerne le marché globalement et de l'Arcom pour ce qui concerne des enjeux liés à l'audiovisuel, ou est-ce que ça signifie que vous seriez favorable quand même au maintien de seuil, ou est-ce que vous seriez favorable à l'idée qui quand même commence à prendre corps dans beaucoup d'esprits, qui est le fait de lier le calcul de la concentration aux parts d'audience, c'est-à-dire avoir une vision plurimédia et pas seulement les quotidiens d'un côté, les hebdomadaires de l'autre, etc., etc. Je crois que les outils dont nous devons nous doter pour lutter contre la concentration et mieux la contrôler sont absolument essentiels et doivent être modernisés. Nous avons besoin de ce débat très vite pour faire évoluer la loi très vite. Je vous remercie. Sur les concentrations, évidemment, moi, je l'ai dit dans mon propos liminaire, qu'on puisse évidemment le réformer. Alors, pourquoi au cas par cas? Parce qu'il y a des situations qui ne sont pas aujourd'hui réalisées. Imaginons que YouTube puisse racheter, évidemment, par exemple, souhaiter racheter une chaîne de télévision. Cette situation, elle n'est pas aujourd'hui prévue. Donc c'est pour ça qu'on est dans le cas par cas. Sur les seuils, c'est pas trop la question des seuils, plutôt que quand aujourd'hui on envisage une fusion, un rapprochement, une concentration, on oublie les groupes qui sont plurimédias. On ne regarde qu'à l'aune du média traditionnel ou de la télévision, on oublie s'il y a un titre de presse, s'il y a une plateforme. Et donc, moi, je pense qu'il faut revoir, évidemment, j'allais dire l'assiette. J'appelais ça tout à l'heure le marché pertinent. Parce que juridiquement, c'est un sens, le marché pertinent. Et là, c'est pas au sens juridique, mais de revoir, en tous les cas, la globalité du champ médiatique.
quand on évalue cette concentration. Donc sur le seuil, je suis assez d'accord avec vous, mais sur le champ à évaluer ou à appréhender, je trouve qu'il faudra qu'on considère les autres types de médias qui appartiennent au groupe privé. Je prends la dernière opération de M. Saadé. Il a quand même la Provence, il a d'autres titres, il a la Tribune. Il n'y a pas que BFM ou RMC qui peuvent être concernés. L'édition, les maisons d'édition, non, c'est pas un média, donc c'est pas compris dedans. Si, Madame la Ministre, je donne la parole à présent à notre collègue Constance Le Gris. Chère collègue, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaitais rebondir sur certains de vos propos récents tenus il y a quelques instants sur la régulation des plateformes, l'importance d'avoir une réglementation européenne sur les grandes plateformes numériques, l'échelon européen étant bien évidemment totalement pertinent et l'échelon tout à fait fondé à permettre cette régulation à grande échelle sur ces plateformes, mais également sur les défis qui sont posés par les grandes plateformes numériques aux médias audiovisuels classiques, entre guillemets, traditionnels, qu'ils soient audiovisuels publics ou médias appartenant à des groupes privés. Par-delà les enjeux d'éventuelle évolution de la gouvernance, fusion, holding, rapprochement, etc., estimez-vous que les médias audiovisuels classiques français sont au jour d'aujourd'hui parfaitement aptes à mesurer l'intensité des défis et des bouleversements révolutionnaires qui se posent à eux, prêts à en assumer, je dirais, toutes les conséquences et toutes les exigences de transformation que ces défis impliquent. Si on regarde ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays européens, je pense au Royaume-Uni, mais également à la Finlande, on a vu une transformation quasi copernicienne des grands groupes audiovisuels, à commencer par l'audiovisuel public national de ces deux pays. Vous avez également, je termine, Monsieur le Président, évoqué la question des recettes publicitaires, hein, dont vous dites à très juste titre qu'elles sont essentiellement captées également par les plateformes, et que donc il y a une attrition des recettes publicitaires pour les médias audiovisuels classiques. Pensez-vous que c'est une question un peu précise, mais je sais que c'est une thématique chère, notamment au président Bataillon, le moment soit venu d'envisager, par exemple, l'ouverture à la publicité de secteurs interdits? Merci, Madame la Ministre. Alors, sur moi, mon rôle, vous avez raison de rappeler le fait que les médias, les audiovisuels traditionnels ont été percutés par ces bouleversements technologiques et notamment les plateformes. Mon rôle, c'est vraiment de réduire cette asymétrie entre les médias traditionnels et les plateformes numériques. Ça, c'est effectivement mon rôle. Alors, il y a de la régulation, on les a déjà taxés pour soutenir la création artistique, mais aussi, il faudra, tout le sujet, ça va être la captation des recettes publicitaires, qui aujourd'hui sont majoritairement captées au détriment de l'audiovisuel privé par les plateformes numériques et notamment par ces services intermédiaires. Donc ça, effectivement, c'est notre travail, avec tout un enjeu et un combat européen. Parce que vous le savez, au moment où on a voulu mettre des taxes au niveau français, on est rattrapé, j'allais dire, par la patrouille européenne. Donc ce combat, il ne peut se mener qu'à un niveau européen. Sinon, vous avez rappelé effectivement sur la publicité, sur les secteurs interdits. Il y avait donc le cinéma, on l'a expérimenté. Je compte le généraliser. Parce qu'au départ, il y avait des réticences, mais ces réticences ont été levées parce qu'on s'est rendu compte que la publicité du cinéma au téléphone, à la télévision, ça a permis à tout un public d'aller au cinéma. Et donc, ça a été plutôt positif. On a le livre. En fait, c'est une bagarre interne à la profession. Ils sont d'accord, pas d'accord, chacun essayant de défendre des intérêts parfois qui peuvent être contradictoires. Si vous me demandez ma conviction profonde, je trouve que comme pour le cinéma, vous voyez, il n'y a plus de disquaires en France, il reste 3500 librairies.
Je trouve que d'inciter à la lecture, alors qu'on reproche aux enfants d'être sur leurs écrans et autres, moi je ne sais pas si le fait de mettre de la publicité des livres à la télévision, ça impacterait le secteur. Moi je pense que non, parce que si même on mettait un auteur très connu, ou même une maison d'édition très connue, ça vous enverrait, sauf à acheter sur une plateforme, en tous les cas la librairie, et vous pourriez acheter d'autres livres. Donc là-dessus, moi je suis réservée, mais on peut le tenter par l'expérimentation, comme on l'a fait pour le cinéma. On a un rapport qui va être rendu, qu'on a demandé évidemment une consultation à l'ARCOM sur la grande distribution, notamment la promotion des promotions dans la grande distribution. Il y a une consultation en cours dont les conclusions vont être remises le 25 mars. On verra à ce moment-là. Mais sur ces deux secteurs, cinéma, ça sera généralisé, et l'édition, on peut peut-être tenter l'expérimentation, comme on avait commencé avec le cinéma. Ensuite, sur l'audiovisuel public, vous avez raison, vous avez cité la Finlande, il y a la Belgique, il y a l'Italie, il y a des pays, l'Angleterre, qui se sont structurés, comme d'ailleurs l'audiovisuel public, l'audiovisuel privé en France se structure, et de plus en plus rapidement. Et donc, nous sommes un des rares pays européens où notre audiovisuel public est encore éclaté. Et donc, si on veut le préserver, si on veut qu'il apporte encore cet intérêt général pour tous les Français et l'ensemble des Français. Je disais en introduction que je suis le produit de ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes, ils n'ont que la télévision. Et donc, si on veut le préserver, si on veut garder cette qualité, cette fiabilité et cette puissance, moi je pense qu'il faut regrouper ces forces. On ne peut plus rester dans le statu quo, et chacun le sait. Et donc, le débat parlementaire, je l'espère, va pouvoir nous inciter à avoir un audiovisuel public très fort, évidemment, avec la sanctuarisation du financement. Ça, c'est un débat qu'on a déjà abordé dans le cadre de la commission culture. Mais aujourd'hui, on ne peut pas rester en l'état. Et regardez, on a mis 10 ans pour avoir la présidence commune France 3, France 2, qui aujourd'hui remettra en cause cette présidence, parce qu'on a rassemblé des forces. Et donc, je pense qu'il faut aller aujourd'hui beaucoup plus loin que cela. C'est des coopérations, mais moi je pense qu'il faudra à terme aller à la fusion. Mais tout ça est ouvert dans le cadre du débat parlementaire. Restructurer l'audiovisuel public et sanctuariser son mode de financement. La transition est toute trouvée pour donner la parole à notre collègue et vice-président, M. Jean-Jacques Gaultier, et puis ensuite je la donnerai à Mme Sarah Legrain. Merci, Président. Deux questions. Une question sur la liberté éditoriale des éditeurs et une question sur le modèle économique des éditeurs. Les deux questions étant d'ailleurs intimement liées, parce que si on n'a pas de viabilité économique des éditeurs, on n'aura plus de liberté éditoriale des éditeurs et plus d'éditeurs du tout. Comment concilier donc la liberté éditoriale et donc le choix des thèmes et des intervenants qui doivent demeurer absolument libres pour les éditeurs, sinon on viendrait à changer de monde, et la garantie du pluralisme d'opinion et de pensée au sein des programmes de ces mêmes éditeurs. Au vu de la décision du 13 février 2024 du Conseil d'État, comment apprécier la sensibilité des chroniqueurs et des éditorialistes? Comment faire évoluer éventuellement les conventions des chaînes avec l'ARCOM? Et enfin, sur le modèle économique des éditeurs, donc, vous y avez en partie déjà répondu, mais comment lutter contre la captation des recettes publicitaires par les géants du numérique? C'est déjà plus de 50% des recettes aujourd'hui. À échéance 2030, ce sera 65%. Tout ce qui met en péril le modèle économique des acteurs traditionnels de la TNT, ceux-là même qui financent la création et l'information. Alors évidemment, il y a un combat en Europe à mener, je vous rejoins, mais il y a aussi des actions éventuellement en France. On a instauré depuis 2019 une taxe sur les services numériques, qui est d'ailleurs particulièrement dynamique. Il y aura peut-être quelques réserves à ce sujet. Alors sur la publicité, sur le service public, il y a encore des parrainages. On voit sur les horaires où il n'y a plus de publicité, on a des parrainages avec des produits. Peut-être qu'on pourrait voir aussi effectivement que les produits qui sont dans le cadre de ces parrainages, parce que certains Français d'ailleurs s'interrogent en pensant que la publicité est revenue, alors qu'il s'agit de parrainage et de produits inscrits dans le parrainage. On peut revoir peut-être pour voir la nature des produits, comment ça se passe dans ce cadre-là. Sur la publicité pour les chaînes privées, c'est la seule source de financement.
Et là où je vous rejoins, c'est vrai que ça se joue au niveau européen. On a déjà taxé les plateformes, comme je disais tout à l'heure, pour financer la création artistique. Ça, c'est une réalité. Pour le reste, pour la régulation, ça ne pourra se faire qu'au niveau européen. Là, on est en train d'y travailler. Comme vous le savez, il y a des textes qui sont aujourd'hui au niveau européen en train de discuter sur cette question de régulation, pour ne pas dire de taxes numérique européenne, puisque c'est effectivement tout l'enjeu. Le gouvernement l'avait déjà annoncé, d'ailleurs, bien avant mon arrivée. Et donc, tout l'enjeu, c'est de mener ce combat au niveau européen. Sur la publicité, je crois que j'ai répondu. Donc, chaîne privée, c'est effectivement la captation plateforme numérique. Sur l'audiovisuel public, c'est peut-être la question des parrainages. Rétablir, moi je trouve qu'il y a un cahier des charges qui est respecté par l'audiovisuel public pour le soir à partir d'une certaine heure et sur des tranches horaires, donc il n'y en a pas de publicité. C'est ces questions de parrainage avec les produits à l'intérieur des parrainages qui peuvent poser peut-être une difficulté, parce que j'étais très surprise par certaines personnes qui me disent « mais en fait, vous avez rétabli la publicité sur les chaînes publiques ». Voilà. Chers collègues, pas de rebond. C'est vrai qu'effectivement, la règle des parrainages a été un peu dévoyée par un décret en 2017 qui a permis de mettre le produit au cœur du parrainage. Donc, c'est plus forcément un parrainage, pour rappeler la règle réglementaire sur ce sujet-là. Je donne la parole à notre collègue Sarah Legrain. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous l'avez brièvement évoqué. Rodolphe Saadé, dirigeant du groupe CMA-CGM, vient juste de racheter BFM TV et RMC, et interrogé par le CSE, représentant les salariés de BFM, il a eu cette réaction sur une question sur sa possible réaction au traitement par ces médias d'un éventuel scandale touchant son activité de fret et logistique. Il a dit « Je ne réagirai pas bien et je le ferai savoir ». Il a dit qu'il trouverait ça très agressif s'il devait, en tant qu'actionnaire, souffrir d'une attitude agressive de la part de la rédaction. Il leur a aussi dit « Je ne vous raconterai pas d'histoire. Quand ça ne va pas, je vous le dirai. Peut-être que ça change d'avant, mais ça a le mérite d'être clair ». Il a aussi ajouté « Il faut que l'information existe, mais il y a la manière et la manière. Je suis particulièrement déçue quand je vois qu'il y a seulement un petit encart dans mes journaux quand mon groupe fait quelque chose de bien. » Voilà, je voudrais savoir quelle réaction vous inspire de tels propos. Je vous remercie. D'abord, c'est le principe, c'est que la loi, elle garantit évidemment l'indépendance au regard du pouvoir économique. Vous savez très bien que l'intérêt du groupe ne doit pas impacter l'indépendance de la rédaction ou des journalistes. Puisque d'ailleurs, je vous renvoie à la loi Bloch. Les critères sont très précis s'agissant des journalistes avec le droit d'opposition, cette indépendance, notamment sur la cession. Mais il y a quand même beaucoup de garanties dans le cadre de la loi Bloch. On peut d'ailleurs, parce que j'ai remarqué que sur les chartes, je regardais sur les critères, il y a des chartes qui sont prescrites dans le cadre de la loi Bloch et d'autres ont été ajoutées. Et il y a certains comités qui sont même inconnus vis-à-vis des journalistes. Il y a des chartes, alors que les chartes existent depuis longtemps. J'ai vu que la première était datée de 1918. Et donc, ces chartes de déontologie, de garantie d'indépendance, qu'on ne contraigne pas le journaliste à faire ce qu'il ne veut pas faire. On a des chartes, on a des comités, il y a des codes de déontologie. Et peut-être qu'on peut travailler sur les chartes ou sur les comités pour les rendre plus visibles. Mais aujourd'hui, la loi est très claire. L'intérêt de l'actionnaire ne peut pas compromettre l'indépendance du journaliste. Ça, c'est très clair. Donc, j'en déduis, vous considérez que ces déclarations, ça ne va pas. Et donc, ça nous amène, puisque vous mentionnez cette loi Bloch. Bon, pour vous dire, moi, ces déclarations m'ont beaucoup rappelé aussi d'autres déclarations, celle de Cyril Hanouna, sur le plateau de son émission, expliquant qu'on ne pouvait pas évoquer les affaires de Bolloré en Afrique parce qu'on était sur la chaîne C8 possédée par Bolloré, en l'expliquant tel quel. Pour moi, ça pose un énorme souci. Et vous mentionnez la loi Bloch, et il se trouve que justement, la Commission des affaires culturelles dont je suis vice-présidente vient d'établir un rapport d'évaluation de cette loi Bloch et pointe un certain nombre de minimum de lacunes, voire de fortes défaillances. On a mentionné, ma collègue l'a mentionné, la question des sanctions de l'ARCOM, etc. Mais il y a aussi des questions plus larges autour de la concentration, autour du pouvoir des actionnaires sur leur rédaction. Donc, vous avez mentionné les chartes. Il y a par exemple le fait que, est-ce que ce n'est pas problématique qu'il y ait
plusieurs chartes, alors que la déontologie devrait peut-être exiger une même charte à laquelle tout le monde se tiendrait? Est-ce qu'il n'y a pas, dans la concentration même des médias, une atteinte au pluralisme et à la diversité? Donc j'aimerais avoir votre position de principe là-dessus. Et j'en profite pour vous ajouter la question sur la concentration et le maintien du pluralisme, pour vous poser une question quand même que beaucoup de gens se posent sur vos intentions, cette fois-ci pour l'audiovisuel public, puisque vous parlez d'une forme de concentration au sein de l'audiovisuel public. Vous avez parlé de fusion, de synergie, mais on sait bien qu'il y a plusieurs projets sur la table et qu'il y a le rapport Hugonet-Carucci, mais il y a aussi la PPL Lafon. Et je crois que beaucoup de gens aimeraient savoir précisément si vous êtes en train de nous ressortir un projet de holding dont tous les concernés vous disent qu'il aboutit en fait à une forme de réduction du pluralisme qui existe ou qui, en tout cas, doit peut-être être même renforcé dans l'audiovisuel public aujourd'hui. Je vous remercie. Alors, sur le dernier point, je vous renvoie aussi aux interviews de Mme Ernotte ou de Sybille Veil, qui sont favorables à cette proposition de loi Lafon. Les dirigeantes y sont favorables. Avec les parlementaires, on a un débat. Le débat parlementaire, de toute façon, vous pouvez quand même en convenir qu'on ne peut pas rester sur ce statu quo. En plus, on arrive à une période où, comme je l'ai dit la dernière fois, les instances seront renouvelées l'année prochaine. Donc, c'est le moment, j'allais dire, ou jamais. Alors, face à un audiovisuel privé qui se structure, qui évidemment rassemble ses forces, vous le voyez, on le voit tous les jours. On ne peut pas avoir cet audiovisuel public totalement dispersé. Madame la députée Constance Le Grip l'a rappelé tout à l'heure. Les modèles finlandais, italien, belge, aujourd'hui le modèle anglais. Regardez la puissance de la BBC aujourd'hui, alors qu'il est contraint de fortes économies aujourd'hui, la BBC, puisque évidemment, et c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus... Qui imaginerait pouvoir supprimer ou déstabiliser la BBC aujourd'hui? Parce qu'ils ont rassemblé leurs forces. Regardez leurs reportages, leurs rédactions, tout ça est vraiment de manière très forte, très puissant et très rassemblé, pour ne pas dire fusionné. Et donc, aujourd'hui, nous avons sur la table, évidemment, la proposition de loi qui a été adoptée au Sénat du sénateur Laurent Lafon, avec, évidemment, inspiré aussi du rapport Hugonet-Carucci. Et donc, je pense que dans cette instance, à l'Assemblée nationale, j'espère que nous pourrons en débattre totalement sereinement, de tous les sujets, d'ailleurs, que vous avez indiqués, qui sont des sujets majeurs, comme je le disais tout à l'heure, dans un espace médiatique ou public détérioré, à mon sens. Ça, c'est le premier point. Sur, tout à l'heure, vous disiez que vous étiez inquiète, vous rappeliez les propos de Cyril Hanouna. Je crois qu'il a été lourdement sanctionné. La chaîne a été lourdement sanctionnée. Donc, l'Arcom joue tout à fait son rôle. Et sur les concentrations, sauf à se voiler la face, mais aujourd'hui, vous le savez très bien, les médias, les journalistes, s'ils veulent faire un travail de qualité, parce que l'information fiable, de qualité, ça a un coût. Et donc, si vous ne vous adossez pas à un groupe industriel, je ne vois pas comment on fait aujourd'hui. Et plus vous pauperisez les journalistes, plus vous dégradez la nature de l'information, pour ne pas dire que ça conduit à de la désinformation. Et donc, moi, je suis assez favorable, et je pense que c'est vital que des groupes industriels puissent être propriétaires de médias, bien au contraire. Et la loi garantit l'indépendance, justement, aux journalistes. Ça, la loi est très claire là-dessus. Et l'intérêt économique de l'entreprise ne doit pas compromettre cette indépendance. Et l'Arcom y veille, et vous le savez, comme pour le pluralisme, puisque la dernière décision du Conseil d'État qui renvoie au respect du pluralisme pour l'ensemble de l'audiovisuel, le président de l'Arcom a dit qu'il y travaillait, puisqu'il doit faire des propositions dans quelques semaines. Donc tout ça, évidemment, on en tient compte. Sur les propositions que vous avez faites suite au bilan de la loi Bloch, je crois qu'il y a 20 propositions de mémoire, il y a une vingtaine de propositions. Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on y travaille ensemble. Je ne suis pas du tout opposée à cela. Le rendez-vous est pris, Madame la Ministre, effectivement, pour travailler en commun, notamment avec Sarah Legrain sur ces sujets-là. Je donne à présent la parole à notre collègue, Monsieur Meyer Habib. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le rapporteur de notre commission est obsédé par CNews et par Vincent Bolloré. Ça cristallise tous les fantasmes, les haines de la gauche et de l'extrême gauche, parce qu'elle n'accepte pas, cette gauche, de céder la moindre place aux idées de droite dans les médias, soucieuse, cette gauche, de conserver leur domination outrancière
qu'elles ont depuis des décennies, en particulier sur le service public. Je mets les pieds dans le plat, c'est sur ça, Madame la Ministre, qu'on aurait dû avoir aujourd'hui une commission d'enquête parlementaire. CNews, pour beaucoup de Français, au contraire, une lueur de pluralisme dans un océan d'audiovisuel dominé par la gauche, et en plus ça marche, et en plus ils font de l'audience. La gauche exerce une mainmise sur le service public qui est pourtant informe, c'est financé par nos impôts, et c'est un problème. Alors la question d'Israël, vous savez que j'y suis très sensible, Madame la Ministre, est d'une des pierres angulaires, un des symptômes de cette orientation partiale. Je rappelais ce matin au président de l'ARCOM les graves manquements du service public dans le traitement du conflit israélo-palestinien, sa partialité, son manque d'équilibre et de pluralisme lorsqu'il s'agit en permanence de diaboliser le seul et minuscule État juif en guerre après des barbaries, des pogroms pour sa survie. Je ne reviendrai pas aux exemples de l'affaire Al-Doura à l'époque lancée par France 2 à l'origine de la seconde intifada. Je ne reviendrai pas sur le France 24 où j'avais interrogé votre prédécesseur qui m'avait même pas répondu. Où on avait une des journalistes qui avait dit « Levez-vous, monsieur Hitler, il y a des personnes qui ont besoin d'être brûlées ». Les fake news récidivées pendant France Inter, pendant le Covid, qui accusait de Tsahal de détruire des installations médicales palestiniennes, etc., des saillies, des humoristes qui traitaient Benjamin Netanyahou, qui sont encore aujourd'hui, je parle de Guillaume Meurice, des Benjamin Netanyahou nazis sans prépuce, je signe la figure de proue de France Inter. Moi, à titre personnel, on dit que je suis médiatique. En 10 ans, vous savez combien de fois j'ai été invité par France Inter? 0. France 5, 0. France 24 boycotté depuis 10 ans. C'est ça la pluralité. Donc c'est pour ça que je vous demande, Madame la Ministre, aujourd'hui, vous voulez la pluralité, vous avez dit que vous allez prendre des mesures. Quelles mesures vous allez prendre? Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir été patient. Merci, Monsieur le député. Vous n'étiez pas là au début, parce que je pense que... Non, simplement... Moi, vous savez, je ne suis pas la ministre d'un clan ou d'une idéologie, contrairement à d'autres qui, évidemment, sous couvert d'idéologie, essayent d'avoir des propos, j'allais dire, irrespectueux, pour ne pas dire pire. Voilà, on a mis en cause ma légitimité, voire ma nomination, pour ne pas dire ma compétence. Voilà, à un moment donné, il faut mettre des limites à ça. Voilà. Donc, quand c'est pour certains, c'est bien. Quand c'est pour d'autres, c'est jamais bien. Donc voilà, donc je rappelle cela parce que il y a des choses qui ne sont pas acceptables dans une enceinte républicaine. Vous avez raison de rappeler le pluralisme et aussi la maîtrise des débats, mais aussi la maîtrise des interviews. Et vous avez raison, monsieur le député, de rappeler ça. Alors, comme vous le savez, moi, je n'ai pas un rôle de régulateur, je n'ai pas un rôle de contrôle, je n'ai pas un pouvoir de sanction. L'ARCOM fait cela. Et donc, les signalements, d'ailleurs, y compris sur des médias à vocation internationale, vous le savez, il y a eu des sanctions qui ont été prises. Quand, justement, dans le cadre de traitement, notamment sur le conflit israélo-palestinien ou également sur la guerre en Ukraine. Et donc, quand les débats ne sont pas maîtrisés, l'ARCOM agit, soit en s'autosaisissant, soit sur signalement. Et donc, le pluralisme et la maîtrise des débats relèvent évidemment du régulateur en l'état actuel des textes. Voilà. Merci. Madame la ministre, nous allons redonner la parole à monsieur le rapporteur. Bien sûr, je ne me permettrai jamais de juger la façon dont chacun mène son mandat et j'ai beaucoup de respect pour chacun d'entre nous, mais il est important. Ah, monsieur Ballard, vous aviez également une question. Vous n'étiez pas inscrit. Excusez-moi, je vous donne immédiatement et je vous présente mes excuses, monsieur Ballard. Donc, vous avez vos 3 minutes en tant que membre de la commission. Vos excuses sont toutes acceptées, monsieur le président. Oui, dans un souci de transparence, donc je rappelle que j'ai été journaliste près de 40 ans dans les groupes Radio France, Bertelsmann et TF1. Madame la ministre, je voudrais qu'on revienne, mais on a déjà abordé avec votre propos liminaire et puis à travers les questions de plusieurs de mes collègues sur l'avenir de notre souveraineté audiovisuelle française. Donc on a dressé le tableau, on est tous d'accord, il y a face à nous des mastodontes qui captent les 2/3 de la publicité, qui ont une puissance pour créer Netflix et 20 milliards de dollars par an, quand toutes les chaînes françaises, c'est 1,2 milliard d'euros. Il y a l'invisibilité également. L'ARCOM a pu agir à travers la FAI pour faire en sorte que nos chaînes de la TNT soient toujours visibles. Mais incontestablement, il faut aller plus loin. Alors vous avez quelques précisions que je voudrais vous demander. Donc le législateur, et ça peut être transpartisan, je pense, peut agir sur
à la fois la publicité, les fusions, vous avez évoqué celle de TF1 M6, qui aurait eu sûrement du sens. Vous avez évoqué également, et il n'y a rien de prévu dans les dispositifs, si YouTube voulait acheter une chaîne française, effectivement, il n'y a rien de prévu. Et moi, j'avais auditionné Netflix dans le cadre du rapport pour avis dans le PLF 2023 et je leur avais demandé, mais est-ce que vous interdisez de faire de l'information? Ils m'avaient dit non. Est-ce que vous interdisez d'acheter les droits télé? Ils m'avaient dit non. D'ailleurs, Amazon a des droits télé, de faire de la pub. Non. Tout ça, à l'arrivée, ça ressemble quand même à une chaîne généraliste. Donc, il y a péril dans la demeure pour notre souveraineté audiovisuelle française. Peut-être que dans 5, 7, 9 ans, on n'en fera pas une commission d'enquête pour l'attribution des chaînes de la TNT, parce qu'il n'y aura plus de chaînes de la TNT, tout simplement. Donc, face à ce péril pour notre audiovisuel française, est-ce que vous pouvez préciser ces quelques pistes que l'on a évoqué ce matin d'ailleurs avec le président de l'ARCOM, M. Roch-Olivier Mestre, et qui était favorable lui aussi à un assouplissement dans plusieurs domaines? Je vous remercie. Je suis tout à fait favorable à vos propositions et d'ailleurs c'est pour ça que j'indiquais tout à l'heure à votre collègue qu'il faut revoir la réglementation sur les concentrations. Puisque tout à l'heure on parlait évidemment du cas par cas, mais il faudra absolument qu'on puisse envisager le plurimmédia qui aujourd'hui n'est pas intégré. Et donc le cas de figure que vous avez indiqué tout à l'heure, c'est ce que je mentionnais, qui n'est absolument pas prévu aujourd'hui par la loi. Et donc moi je suis tout à fait d'accord pour revoir la réglementation en ce sens. Et sur la souveraineté, ça, oui, c'est la grande force de la TNT. C'est une souveraineté de bout en bout. Et c'est une souveraineté française. Et donc ça, il faut qu'on la préserve. Et pour la préserver, il faut la moderniser. Et donc, c'est dans ce sens, sur ces pistes-là, que je vais aller. Voilà. Et sur la taxation du numérique, sur le numérique, c'est lié notamment pour les recettes publicitaires, j'avais répondu aussi tout à l'heure. Là, on a un sujet qui est du niveau européen. Mais d'ailleurs, l'Europe, dans les textes qui sont en discussion aujourd'hui, est très sensible à ça. Donc, vous vous souvenez, on avait dit la taxe qui soit une taxe supranationale. Mais là, au niveau européen, on nous incite à cela. Et donc, je pense qu'on peut avancer là-dessus. Parce qu'il est absolument anormal que la valeur liée aux recettes publicitaires soit captée en grande majorité par un seul acteur qui est Google. Alors, au détriment de l'audiovisuel privé. Merci, chers collègues. Je rappelle que les temps de parole sur décision du bureau sont individuels. Donc, je n'ai malheureusement pas de temps après par groupe politique. C'est le choix qui avait été fait. Non. Et donc, je ne peux malheureusement pas redonner après de temps supplémentaire. C'est pas malheureusement ma faute. Si voilà, certains groupes politiques sont parfois sur des réunions plus représentés que d'autres. Nous avons tous après un nombre de membres au sein de la commission d'enquête proportionnelle à la taille des groupes. Et ça nous demande aussi une organisation. Et d'ailleurs, je peux relever que nous ne sommes pas si nombreux que ça de la majorité présidentielle ici. Et de fait, nous avons donc pas beaucoup d'intervenants, orateurs et questions. Donc voilà, ça crée aussi un équilibre. Je redonne la parole bien sûr à monsieur le rapporteur pour ces questions. Je rappelle que voilà, aujourd'hui, nous n'assistons pas au procès politique de Mme Dati, mais à l'audition de la ministre de la Culture. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Moi, je tiens vraiment à la qualité des débats ici. Je tiens à ce que le rapporteur, en même temps, atteigne un niveau optimal de travail. Je ne pense pas avoir été jusque-là un président qui empêche, ni à travers l'ensemble des convocations, ni à travers le rebond, les temps de parole et l'ensemble des travaux. Le but, c'est qu'on repart tous avec les éléments qui nous soient utiles, mais voilà, dans le cadre de la commission d'enquête, et nous sommes, et tant mieux, extrêmement regardés, et nous devons donc être attentifs, je pense, au fond, bien sûr, c'est-à-dire respecter le cadre de la commission d'enquête et son objet, mais aussi à la forme, et je pense que la forme, nos concitoyens, et au regard de tous les mails que je reçois depuis la présidence de cette commission d'enquête, ils sont extrêmement attentifs, et voilà, j'appelle vraiment chacun à respecter ceci. Je redonne la parole à monsieur le rapporteur pour ces questions. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, une petite mise au point. Il est bien évident que je ne mets en cause ni votre légitimité, ni votre compétence. Je ne me reconnais aucun titre pour le faire, et ce n'est pas mon intention. Par ailleurs, je n'ai néanmoins jamais quitté le sujet de la commission d'enquête. Peut-être que je l'ai fait d'une façon qui vous a paru implicite, voire insinuante. Néanmoins, je n'ai jamais quitté le sujet. Par ailleurs, je rappelle à notre commission que Olivier Schrammeck et Marcel Rogemont ont fait part de leurs doutes quant à la régularité de l'attribution des autorisations en 2012 et qu'il est parfaitement légitime qu'on puisse aujourd'hui formuler des questions sur la procédure et sur les intentions et sur l'action du gouvernement éventuellement en direction du régulateur dans ce sens. C'est donc dans ce sens que je pose ces questions. Elles sont légitimes, elles ne sont pas un procès d'intention, elles demandent des réponses simples et claires. Je vais donc ajouter une question extrêmement
factuelle et explicite, qui est une question en réalité que tous les observateurs un peu rigoureux se sont posés. Est-ce qu'Emmanuel Macron ou Gabriel Attal vous ont demandé à un moment ou à un autre de préserver les autorisations du groupe Bolloré? C'est une commission d'enquête contre M. Bolloré. C'est sur M. Bolloré. Enfin, je m'interroge. Non, mais vous savez, moi, je vais vous dire très clairement les choses. Je suis ministre de la Culture, je suis ministre de la République et de tous les Français. Je vous dis simplement, vous imaginez un seul instant un président de la République ou un premier... Non, vous avez posé la question, j'ai le droit de vous répondre. Je vous réponds. Je dis simplement, je suis une ministre de la République. Je suis engagée en politique depuis très longtemps, je vais vous dire. Donc, je connais l'engagement politique. Je sais ce qu'est être engagé politiquement, comme parlementaire et comme ministre. Je suis la ministre de tous les Français. Il y a un président de la République et un Premier ministre, ce sont des institutions. Vous imaginez qu'on puisse se commettre à ce genre de choses? Voilà. Donc je vous réponds, j'ai une mission très claire. Je vous ai énoncé mes missions quand je suis arrivée en introduction, au moment où vous mettiez en doute et ma compétence et ma légitimité, puisque vous indiquiez que c'était sans doute au détour d'un rendez-vous entre deux personnalités que j'aurais été peut-être le fruit d'un contrat, voilà, pour être ministre. Ça n'est pas le cas. Je vous dis simplement que moi, je respecte le régulateur. Le président de l'Arcom n'a jamais eu ni pression ni influence sur quoi que ce soit. Voilà, je vous le dis très clairement. Il a des prérogatives et des missions très claires, notamment celle d'attribuer des autorisations. Nous n'y sommes pas mêlés. Il fait ça en toute indépendance. Ce qui nous a rappelé également ce matin, et ça permettra à Vincent Bolloré de pouvoir quitter cette salle. Parce que vous pourriez m'interroger pour d'autres. Pourquoi pour d'autres? Je vous ai répondu. Qu'est-ce que... La ministre a rappelé l'indépendance totale et que personne s'en était mêlé. Je n'ai eu aucune demande formulée de qui que ce soit pour favoriser qui que ce soit. Parce que je vais vous dire, monsieur le député, vous semblez l'oublier. Si c'était le cas, ça serait du pénal. Voilà. Donc je vous le dis. Donc vous me soupçonnez d'une infraction pénale. Voilà. Je vous le dis aussi clairement et aussi directement. Mais Madame la Ministre, c'est mon rôle de poser les questions. Que... C'est mon rôle de vous rappeler aussi le cadre. Mais je le connais et précisément je pose la question parce que ça aurait été un problème si c'était arrivé. Et donc il vous appartient de me dire non. Eh ben, oui, effectivement, vous le caractérisez d'un terme plus juridique, mais je vois que vous avez une grande peine à formuler une réponse simple à une question simple. Au lieu de me dire oui ou non, vous avez mis beaucoup de temps. On va continuer voilà, on va collectivement continuer sur la question suivante. Merci à tous. Pas difficile, et Vincent Bolloré va pouvoir quitter cette salle et ses questions. Merci. Il n'était ni excessif ni outrageant de poser une question factuelle. Je constate que malheureusement, dans notre pays, l'exécutif estime qu'on ne peut pas lui poser des questions factuelles sans avoir l'air insinuant. C'est comme ça. Vous êtes rapporteur d'une commission, vous n'êtes pas procureur, ni juge d'instruction. Et donc voilà. Donc les questions à supposer que j'aurais pu commettre une infraction pénale en ayant eu une influence ou une intervention auprès d'un régulateur indépendant, c'est grave, monsieur le rapporteur. Voilà, je vous le dis. Bon, ça va pouvoir nous permettre de passer au thème suivant. Je rappelle, ce n'est pas le procès politique que j'ai posé. J'ai rappelé que M. Rogemont, de la ministre de la Culture, nous pouvons avancer. J'ai rappelé que M. Rogemont et M. Schrammeck ont évoqué leurs doutes sur l'attribution de la procédure de 2012. Il est donc légitime qu'on puisse aussi se poser des questions sur les procédures en cours. Et je ne fais que poser une question, je n'insigne rien, et vous avez la possibilité d'y répondre tranquillement et sereinement. Voilà. Irrégularité en son temps, ils étaient en responsabilité de les dénoncer. Donc, sur la réforme de l'audiovisuel public, vous avez donc affiché votre souhait, vous l'avez renouvelé, la volonté de créer ou d'avoir quelque chose comme une BBC à la française. Mais je note que le budget de l'audiovisuel public français représente 0,16% du PIB national contre 0,8% du Royaume-Uni. Peut-on donc viser une telle ambition avec une telle différence de financement et avez-vous pour objectif d'augmenter les financements de l'audiovisuel public ? Le budget de l'audiovisuel public a augmenté avec la trajectoire financière jusqu'à 2028 de 446 millions. C'est une augmentation de 12%.
Et si je vous invite à regarder le périmètre de la BBC et le périmètre de l'audiovisuel public. Et vous le savez, puisque vous citez la BBC, si vous ne le savez pas, je vous le dis, la BBC est contrainte à d'énormes réductions de dépenses. C'est la contrepartie d'un financement, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui. Et ça n'est pas le cas de l'audiovisuel public. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, moi, mon enjeu, ma mission, c'est de préserver cet audiovisuel public puissant. Pourquoi? Pour qu'il permette notamment à ceux qui n'ont rien d'autre pour avoir accès à la formation, à la culture, au divertissement, que l'audiovisuel public. Et donc, il faut le préserver. Si nous n'avons plus d'audiovisuel public demain, indépendant, pluraliste, avec une information de qualité et fiable, et pour l'ensemble des Français, ben, je vais vous dire, la démocratie serait bien dans un sale état. Je vous le dis aussi. On aura ce débat en hémicycle et en commission dans les prochaines semaines. Sur la concentration des médias, l'audition de la semaine dernière de la directrice générale de la direction des médias et des industries culturelles du ministère était extrêmement intéressante. Et dans cette audition, je vais caricaturer légèrement son propos, il est apparu que l'une des missions principales de la DGMIC est d'anticiper les évolutions du marché pour garantir la profitabilité des acteurs. La question que je me pose, c'est comment pouvez-vous concilier cette mission avec une autre mission qui sans doute vous tient à cœur, la promotion de la diversité, de l'émergence de nouveaux talents, la satisfaction de tous les publics. C'est dans le cahier des charges, c'est pas contradictoire. D'ailleurs, beaucoup de chaînes de la TNT ne sont pas rentables aujourd'hui. D'où l'intérêt d'être adossé à un groupe solide pour pouvoir se développer, avoir les moyens de se développer, et notamment de se développer en ayant des programmes de qualité. Oui, j'entendrai. Mais en l'occurrence, je m'interrogeais sur le rôle spécifique du ministère dans cette direction. Mais c'est pas forcément... C'est toutes les réformes que nous portons et qui sont en cours. À propos des concentrations et du mouvement des concentrations dans les médias, vous l'avez redit, il faut se rassembler, et donc les médias de l'audiovisuel public aussi doivent se rassembler d'une certaine façon afin d'atteindre une taille critique. Mais si je poursuis le raisonnement jusqu'au bout, l'impératif de masse critique devrait conduire à accepter l'idée d'un monopole, tout simplement. Alors, qui serait le seul à même de garantir l'existence d'un champion à l'échelle internationale. À partir d'où doit-on marquer le seuil entre le pluralisme et le monopole? Les seuils sont inscrits dans la loi. L'autorité de la concurrence fait respecter les seuils sur, justement, avec les marchés pertinents et les seuils de concentration. Mais justement, s'il y a des seuils, c'est qu'il n'y a pas de monopole. Sinon, il n'y aurait pas de seuil. Alors, je vais le reformuler. Est-ce que vous considérez que ces seuils doivent bouger? Les seuils, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a la partie autorité de la concurrence et la partie ARCOM pour évidemment évaluer la concentration à l'aune justement de ces plurimédias. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, sur les seuils de concentration, ils doivent exister. Sinon, si on n'a plus de seuils ou des seuils trop larges, vous aurez effectivement, on pourrait aboutir à un monopole, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce qui n'est pas l'esprit de ma mission comme ministre de la Culture. Donc, vous n'avez pas de préconisation spécifique sur ces seuils, pour l'instant. L'audition de Xavier Niel ce matin était intéressante et rafraîchissante. Il a évoqué avec nous la procédure de renouvellement des autorisations et il l'a vertement critiquée en la jugeant beaucoup trop favorable au groupe en place. Il a même dit pourquoi perdre du temps et de l'argent pour au bout se prendre une baffe. Est-ce que vous partagez ce jugement? Est-ce que vous considérez qu'il y aurait matière à modifier la procédure? Aujourd'hui, il peut y avoir des nouveaux entrants. C'est pas impossible. D'ailleurs, regardez, l'autorisation, elle est donnée pour 10 ans. Certains veulent 3 ans, d'autres 18 mois, et d'autres 5 ans. Et donc, ça permet de nouveaux entrants. La procédure d'aujourd'hui permet évidemment de susciter un grand nombre de candidatures, d'avoir une présélection, ce que fait aujourd'hui l'autorité de régulation, et ensuite une sélection. C'est là où effectivement ça permet d'avoir des dossiers de qualité et surtout d'avoir des dossiers sérieux. Donc ça n'empêche absolument pas de nouveaux entrants. À condition qu'ils soient adossés à un groupe robuste. Aujourd'hui, sauf à vouloir paupériser l'information ou la disqualifier.
Monsieur Niel a aussi eu des propos assez frappants, puisqu'il a considéré que des chaînes comme M6 ou TF1 sont des, je le cite, chaînes gouvernementales. Quelle réaction voudriez-vous apporter à une telle qualification? Je ne sais pas sur quoi il se fonde. Afin de permettre que de nouveaux acteurs puissent éventuellement rentrer sur la TNT, même si vous considérez que c'est déjà possible, est-ce que le ministère envisage des pistes pour permettre, par exemple, l'entrée sur la TNT d'acteurs qui ne soient pas des groupes, mais des modèles associatifs ou autres? Sur les chaînes nationales, aujourd'hui, vous savez très bien que ce n'est pas possible. Il faut avoir les reins solides, c'est la réalité. Je m'en tiens là. Qu'il y a beaucoup de télévisions associatives, notamment des télévisions locales. Ça existe. Effectivement, le président de l'ARCOM nous a rappelé tout le nombre de radios aussi associatives, extrêmement important, près de 700. Et effectivement, la viabilité économique était importante dans le modèle associatif, plus le fait qu'il fallait bien que la chaîne puisse s'engager à une diffusion 24 heures sur 24, ce qui peut parfois poser problème pour certains associatifs. Eh bien, Madame la Ministre, je vous remercie. On peut pouvoir conclure ces échanges. Bien sûr, je demande d'envoyer au secrétaire tout document qui vous semblerait utile à nos travaux, ainsi que le questionnaire écrit, pour que monsieur le rapporteur puisse continuer ses travaux. Celui-ci a dû vous être remis. Comme convenu, nous tiendrons la semaine prochaine nos ultimes auditions pour entendre à la fois donc les responsables de l'émission Quotidien, ce qui nous permettra d'aborder aussi les sujets de pluralistes qui sont légitimes. C'était notamment la demande des députés du Rassemblement national. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas un député qui empêche. Il faut qu'on aille au bout de nos travaux. C'est important. Et je ne veux pas que ceci soit entaché d'un quelconque manque de neutralité. Donc cette audition aura bien lieu. On essaye, chers collègues, je ne peux pas m'y engager, à ce qu'elle ait lieu mercredi matin, si possible à 9 h. On vous le confirmera le plus rapidement possible, ce qui pourra permettre ensuite de laisser place à 10h30 à l'audition de M. Rodolphe Saadé, ainsi que ses collaborateurs pour le groupe CMA-CGM dans le cadre de la promesse de vente de BFM TV RMC. C'est une audition qui aura eu lieu à huis clos, ce qui pourra permettre à M. d'apporter plus d'éléments que filmer avec la presse, puisque je vous rappelle que tout ce qui concerne le secret des affaires, tout ce qui concerne les éléments qu'il a remis actuellement à l'autorité de concurrence et à l'ARCOM ne peuvent pas être communiqués. Ce que nous avons vu avec eux, c'est que la possibilité du huis clos lui permettra d'aller un peu plus loin dans ses réponses, ce qui est utile. Cependant, nous n'avons pas retenu le secret, ce qui permettra aux administrateurs de faire un compte-rendu de cette audition, et ce qui permettra à monsieur le rapporteur d'utiliser ce compte-rendu et de l'annexer, s'il le souhaite, à ses travaux. Donc c'est le juste équilibre que nous avons trouvé pour permettre à la fois d'avoir une audition rapide, utile, mais juste. Voilà pour cette séance. La séance, mesdames, messieurs, est levée.